Alors, on va lancer l'enregistrement et... Bonjour vous. Cette vidéo est Une vidéo un peu spéciale. L'histoire va continuer. L'énergie du mal arrivera Très bientôt. Mais cette semaine, nouvelle vidéo. de Noël. Aujourd'hui, on va parcourir un bref instant. Die Hard, piège de cristal. Cette parodie. À présent terminé. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Die Hard? Saga débutée par le réalisateur John McTiernan, on est sans doute là devant l'un des films de Noël avec le plus de testostérone. Personnellement, je le mettrais juste derrière La course aux jouets et ses cookies. Put that cookie down now! Et s'il y a bien une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est que ce film est un énorme concours de circonstances. Enfin, quelque part, toutes les fictions sont un énorme concours de circonstances, mais là... on a fait fort. Die Hard trouve à la base son inspiration dans un bouquin, Nothing Lasts Forever, de Roderick Thorpe. Mais du coup, pourquoi on n'en parle pas dans la catégorie bouquin? Parce qu'on est plus là sur une forte inspiration que sur une adaptation stricto sensu, et en plus les suites, elles ont rien à voir avec le roman. Si dans le livre on retrouve bien un gratte-ciel pris en otage par un groupe d'Allemands répondant aux ordres de Gruber le soir de Noël, le reste est assez différent. Notre policier débarquant à New York n'est pas John McClane, mais Joe Leland, qui ne vient pas retrouver sa femme, mais sa fille. Parce que Joe, il a déjà passé l'âge de la retraite. La Nakatomi Corporation remplace la Claxon Oil Corporation, bien plus américaine et copinant avec le Chili, qui était à l'époque une dictature militaire. Ouais, le bouquin à sac, il est aussi beaucoup plus sombre. D'ailleurs, la fin change également, car si Hans chute tout seul de la Nakatomi Plaza, dans le roman, Anton va emmener la fille de Joe avec lui. Mais si Leland est un vieil agent à la retraite, c'est parce que le roman est lui-même une suite. En 1966, Roderick Thorpe écrit The Detective, mettant en scène, un détective. Ça tombe bien. Joe Leland qui va enquêter sur la mort de Colin McIver dans un polar à l'histoire assez classique. Il faut noter que le livre aura une adaptation cinématographique 2 ans plus tard avec dans le rôle titre Frank Sinatra. Mademoiselle Lynn Jack, inspecteur Joe Leland. Ce qui veut dire que dans un univers parallèle, John McClane est joué par Frank Sinatra. À ce moment, pour Roderick, le roman est un one-shot. Leland a fini sa carrière littéraire et est rangé au placard. Mais en 1975, il va se rendre au cinéma pour aller voir le film qui réunit les deux titans du 7e art à cette époque, Steve McQueen et Paul Newman, La Tour Infernale, qui est lui-même inspiré de 2 nouvelles, The Tower et The Glass Inferno. Et non, je vais pas m'attarder sur tous les bouquins. Et c'est en voyant ce film qu'il a eu l'idée de faire son bouquin. Non, c'est son subconscient qui va lui donner l'idée dans un rêve qu'il a eu après avoir vu le film, dans lequel des terroristes prenaient un building en otage. Enfin, ils prenaient les gens dans le building en otage, sinon ce serait ridicule. S'il décide d'en faire une suite à son roman The Detective, c'est pour une simple et unique raison, que Frank Sinatra soit dans l'adaptation cinématographique. On peut toujours essayer. Donc oui, Sinatra, McClane, un poil de cul. La seule chose qui l'a empêché, c'est que Frank Sinatra, il a dit non car il était trop vieux pour ses conneries. Bonne référence mais mauvaise saga. Faut dire que le projet d'adaptation, il est resté dans les tiroirs pendant presque 10 ans, jusqu'à l'arrivée de Jeb Stewart en 1987. À l'époque, ce jeune scénariste est dans une dèche complète parce que son contrat avec la Columbia tombe à l'eau et il a un choix cornélien à faire entre 2 propositions. 4 projets pour la firme aux grandes oreilles, ou un seul avec la 20th Century Fox. Et même si 4 ça semble être plus que 1, en vérité, il payait pas tellement que ça, donc il a préféré choisir la Fox, qui lui propose de bosser sur la suite de The Detective. Continuez, c'est la bonne formule. Alors pour être tout à fait précis de à quel point c'est le bordel à ce moment-là, la Fox elle a acheté les droits pour les suites du Détective avant même que la dite suite ne soit écrite. Donc comptons bien qu'à partir de là, si elle l'avait voulu, elle aurait pu complètement zapper le bouquin. Fort heureusement, ils ne vont pas le faire. Enfin, ils vont juste garder la grande inspiration puisqu'il n'y a que 2 points qui sont imposés à Jeb. Que l'histoire se passe à Noël et à Los Angeles. Pour le reste, il est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'on peut le marketer comme Rambo dans un building. John, je suis désolé qu'on t'ait envoyé dans ce trou. J'ai eu bien. Ce qui fait qu'hormis toutes les grandes inspirations dont on a déjà parlé, il ne reste vraiment que 4 scènes tirées du bouquin. La scène dans les conduits d'aération, le C4 dans la cage d'ascenseur, le saut depuis le toit avec la lance à incendie, et je pense qu'il est bon de rappeler que Frank Sinatra aurait dû avoir ce rôle à 73 ans. Vous avez joué le mauvais cheval. Et l'arme collée dans le dos à la fin du film. Et pour le reste du film, le concours de circonstances continue.
Die Hard est le premier film écrit par Jeb et il n'est pas forcément à l'aise avec un projet d'une telle envergure. Donc, le stress aidant, Jeb s'engueule avec sa femme et décide d'aller faire un tour sur l'autoroute pour se calmer. En voiture, parce que sinon, c'est dangereux. Et alors qu'il est en train de fulminer, il ne voit pas le carton tombé du camion qui le précède et roule dessus. Fort heureusement, le carton était vide, mais Jeb s'arrête sur le bas-côté avec le cœur qui bat la chamade. Et c'est là que lui vient, telle une inspiration divine, le thème du film. L'histoire d'un homme qui veut juste se faire pardonner aux yeux de sa femme avant qu'il ne soit trop tard. Avouez que celle-là, vous ne l'avez pas vu venir. D'ailleurs, John manquera cette chance au début du film et passera tout le reste à essayer de trouver une opportunité de s'excuser à nouveau. Bravo, John. Bien joué. Le scénario terminé, il passe entre les mains de Steven de Souza, qui avait notamment travaillé pour le 48 heures de Walter Hill. Chose cocasse puisque Jeb travaillera lui sur la suite quelques années plus tard. Non, ma poule, c'est pas du baratin. À partir de là commencent les joies du casting, et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça aurait pu être n'importe qui, sauf Bruce Willis. Comme on l'a dit, Frank Sinatra a refusé car trop vieux, avant que la proposition ne tombe sur Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger, ce qui aurait été très particulier. Mais pas autant qu'avec Richard Gere, parce que oui, il a été envisagé, c'était même le premier choix derrière Sinatra. Après ça, on a eu du Burt Reynolds et du James Caan, et ils ont tous refusé parce que John McClane est un clown, pas un héros. Ok, depuis combien de temps ces gens n'ont pas vu de clown? Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on est en 87, et un héros de cinéma, c'est ça. Ou ça. Donc ouais, un type qui crapahute dans les conduits d'aération, c'est pas un héros. Sauf qu'à Hollywood, il y a un acteur qui est aussi paumé que Jeb Stewart, et cet acteur c'est Bruce Willis, qui sort de son premier grand rôle au cinéma, Boire et déboire de Blake Edwards, qui est un four monumental. Donc Bruce, il craint que sa carrière au cinéma ne soit déjà finie alors qu'elle vient à peine de commencer, et il est prêt à accepter n'importe quoi. Même un film d'action avec un héros ringard. Et c'est ainsi qu'est né John McClane. Et maintenant, on va partir sur la genèse du deuxième volet qui est tiré d'un bouquin qui n'a rien à voir. Alors, ce serait très intéressant, mais je crois que l'intro a assez duré comme ça. John McClane est né dans le New Jersey d'un père à la fois irlandais et policier et d'une mère femme de ménage. Et on sait pas grand chose d'autre sur le passé de John. Tout ce qu'on sait, c'est que ses parents vont mourir alors qu'il n'est qu'un enfant. Mais on ne sait ni les circonstances, ni l'âge exact qu'il avait, ni même où il a vécu après ça. Enfin, pour ce dernier point, on a peut-être des indices, mais on y viendra plus tard. Toujours est-il qu'une fois adulte, il part à New York faire ses études à l'université. Alors, on ne sait pas exactement dans quelle matière, mais il va finir diplômé. C'est après qu'il va se rendre à l'académie de police. Que moi, je rentre à l'académie de police? Et bon, là les dates elles sont un peu foireuses, parce que d'un côté on nous dit qu'il a quitté l'académie en 1979, et de l'autre il est déjà flic en 76. Il y en a un des deux qui a mal fait son boulot, et on est incapable de savoir lequel, parce qu'aucune des deux dates n'a été réellement canonisée. Comment ça se fait? Eh ben, l'année 79 aurait dû être donnée dans les films, mais ça n'a jamais été le cas, et celle de 76 provient des comics. Parce que oui, il y a eu des comics, donc soit tu considères qu'il n'y a que les films de canon, même si l'info n'a pas été donnée, soit tu considères que c'est la première info donnée qui est la bonne, et donc c'est celle des bouquins. Bref, on va partir du principe qu'on est là à une date à déterminer entre les deux, et la première mission de l'agent McClane, parce qu'il n'est encore qu'agent à ce moment, va se passer durant la fête du bicentenaire des États-Unis. Voilà qui est très excitant. Et comme avec McClane, rien ne se passe jamais tranquillement, il va être assigné à la sécurité d'une fête sur un bateau organisé par Walden Fort, la troisième fortune mondiale, et ce dernier va se faire attaquer par Alan Douglas, un éco-terroriste. Enfin, ça c'est pour la version simple, parce que dans la version compliquée, Alan Douglas est l'ancien employé de Walden Fort qui s'est fait virer et veut se venger en prenant en otage les invités de la fête. Pour ça, il engage deux flics ripoux, Russ Siaderlo, une personne fort peu sympathique qui bat sa femme, et son partenaire Peter Noonan, tout aussi sympathique mais qui couche avec la femme de Russ. Grâce à ton feu d'artifice, il y a encore 2 salauds de moins. Pour réussir leur coup, ils font également appel à Ira Lewis qui va leur fournir un mini sous-marin pour leur opération. Sauf qu'Ira, il va faire monter les prix, ce qui en résultera par son décès d'une balle dans la tête. Du coup, ils auront le sous-marin pour beaucoup moins cher. Parce qu'ils vont quand même avoir le sous-marin par je ne sais quel miracle. Sauf que, manque de bol, ils le font devant un témoin, Rose Haskell, qui va se faire repérer en marchant sur la queue d'un chat. Et qui, par un énorme concours de circonstances, va se retrouver sur le bateau. Notre monde est tout
chier. John va alors récupérer tous les explosifs placés par les terroristes sur le navire, parce que oui, quand on pense éco-terroriste, on pense à faire sauter un paquebot en pleine baie de New York. C'est très écologique comme plan. Et il va les mettre dans le sous-marin qui va exploser avec une partie des terroristes, les autres se faisant tuer par John, et il sera récompensé de tout ça par une promotion, lui donnant le grade d'inspecteur. Quelques années plus tard, McClane devra gérer une prise d'otage durant une coupure de courant dans toute la ville de New York pendant 16 heures. Premier fait important, c'est de là que lui vient cette passion pour les conduits d'aération. Ouais, je suis souvent dans les conduits d'aération. Qui ne seront pas sans lui rappeler la guerre du Vietnam. Parce que oui, il a fait la guerre du Vietnam. C'est même probablement là qu'il a fini à la mort de ses parents. Et ce n'est même pas la seule guerre à laquelle il a participé. Qu'est-ce que t'es encore en train de me baver? Non mais je vais la garder pour plus tard, comme ça les gens ils vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je vous assure, elle est croustillante comme anecdote. Ok, le second fait important, c'est qu'il va rencontrer durant cette nuit Holly Petrillo, qui est en fait Holly Gennaro, sa future femme. Alors, elle n'était pas réellement dans la prise d'otage, mais encore une fois, avec McClane, c'est jamais simple. Relance la musique. Donc, la coupure de courant, elle est due au frère Rice, qui travaille en lien avec Robert Nakomouli, un petit parrain du crime qui veut en profiter pour piller les commerces. En même temps, ils sont aussi engagés par Terry Keller, qui doit épouser le fils du gouverneur, parce qu'il possède des photos compromettantes sur elle. Photos qu'elle veut récupérer. Et Holly est juste là par hasard et se fait agresser par un des frères Rice. Toute une intrigue dans laquelle McClane n'a que peu d'importance. Oui, j'ai déjà entendu celle-là. Ok, mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Petrillo et pas Gennaro? C'est jamais expliqué. Toujours est-il qu'ils vont sortir ensemble et avoir 2 enfants. Et ça, on en parlera plus dans la seconde partie. Et Holly va avoir une opportunité de travailler à Los Angeles pour le groupe Nakatomi Corporation et se barrer avec les 2 gosses. John McClane les rejoignant pour le réveillon de Noël, en profitant pour tuer une bande d'Allemands au passage. C'est très délicat de votre part. D'ailleurs, petit instant statistique. Si McClane sait se montrer très diversifié dans sa façon d'oxyre le terroriste, son arme de prédilection reste le Beretta 92, avec lequel il tue pas moins de 19 personnes à travers tous les films. Malgré le fait que cette arme ne soit pas autorisée par la police de New York. Il en résultera que Holly et John se remettront ensemble et il va demander son transfert pour la police de Los Angeles. Une époque durant laquelle il devra également prendre un second building d'assaut, appelé Eternal City, pour sauver la fille du président accompagnée de Chris Thompson. Parce qu'il a fait ça dans sa carrière, avouez que ça vous la coupe. Il finira par se rendre à Washington DC pour rendre visite à ses beaux-parents, pile le jour où une bande de mercenaires des forces spéciales a eu la mauvaise idée de foutre le boxon. Et on ne fout pas le boxon quand McClane est dans les parages, donc il va tous les tuer, toujours armé de son Beretta 92. Et en revanche, le Beretta 92 est une arme autorisée par la police de Los Angeles, donc là c'est pas une erreur. Malheureusement, cette escapade pour sauver sa belle bloquée dans un avion aura pour résultat la séparation du couple. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais John repartira à New York et sera à un pas de sombrer dans l'alcoolisme avant d'affronter un nouvel Allemand et d'appeler sa femme pour se faire pardonner. Oui, c'est John. Oui, ça peut aller. Holly est là? Mais il n'aura pas spécialement le temps de célébrer ses retrouvailles avec Holly qu'il devra partir pour Las Vegas à la soirée en l'honneur du nouveau directeur de la prison de Mesa Grande. Parce que oui, il a fait ça aussi. Le directeur étant Kenny Sinclair, un ancien flic de New York qui a eu une fameuse promotion. Sauf qu'il lui en fallait plus. Toujours plus. Donc, McClane va découvrir qu'il s'est associé à Reese Hoffman, patron de Casino, et Klaus von Hoog, un terroriste allemand. Encore. Je vais finir par croire qu'il a quelque chose contre eux. Pour mettre la main basse sur Las Vegas, parce que... pourquoi pas? Et comment on met la main basse sur une ville? En lâchant dans la nature une bande de terroristes pour détruire la ville. Mais comment tu mets la main basse sur une ville détruite? J'ai jamais dit que leur plan était intelligent. Bref, John n'allait pas être au bout de ses surprises, puisqu'après avoir affronté moult terroristes, il allait devoir gérer sa propre famille. Parce que oui, John McClane, il a une famille. Enfin, en quelque sorte. Disons que j'en ai vu des familles unies dans la fiction, et les McClane n'en font clairement pas partie. Prenons par exemple sa femme, Holly Gennaro, dont les films ne semblent même pas prendre la peine de les player correctement. Dans le premier, il s'écrit Gennaro avec un A. Et ce n'est pas la seule erreur à son sujet, puisque dans le 4e opus, c'est sa date de naissance qui n'est pas correcte. Charmant.
Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Gennaro et pas McClane, on va y venir. Mais avant d'en arriver là, il y a également un autre détail que j'aimerais bien dire sur Holly. Le fait qu'elle ne reste pas en place. Si elle est originaire de Washington DC, là où ses parents habitent toujours, elle finira par partir à New York afin d'exercer le métier d'agente immobilière. Ce qui amènera à l'histoire avec les frères Rice, sa rencontre avec John McClane, son mariage et les enfants qui en découleront. Elle finit par dégoter une place à la Nakatomi Corporation dans sa branche new-yorkaise. Oui, à ce moment, elle n'a pas encore quitté la côte Est. Ce n'est qu'à force de monter les échelons qu'elle se verra offrir une place à la Nakatomi Plaza de Los Angeles. Et une opportunité pareille, on va pas se mentir, ça ne se refuse pas, donc elle prend les deux mioches sous le bras et elle laisse John tout seul à la grande pomme. Le devoir m'appelle. Je reviens dans quelques minutes. Alors pourquoi il n'a pas demandé à avoir son transfert dès ce moment-là? Ça aurait réglé bien des problèmes. Parce que John est une personne consciencieuse qui veut arrêter tous les malfrats de New York avant de changer de coin. Je suis un flic de New York, moi. Et il y a dans ma bonne ville tout un stock de salopards. Et à ce moment, Oliva reprend son nom de jeune fille, parce qu'une femme mariée, ça pourrait faire mauvais genre. Alors qu'elle pouvait simplement dire que son nom de jeune fille, c'était McClane. Et à ce moment, leur relation, elle est déjà bien compliquée, parce que d'un côté, ils ne sont pas séparés, mais de l'autre, elle lui propose de dormir dans la chambre d'amis. Enfin, tout s'arrangera quand il la sauvera du vil terroriste venu dérober l'entreprise. Elle reprendra alors le nom de son mari, et John demandera son transfert pour la Cité des Anges. Attends, à quel moment est-ce qu'il a arrêté tous les malfrats de New York? Il ne l'a pas fait. Mais c'était pas la condition à son transfert? Disons que ça, c'était la condition officielle. En vérité, il pensait juste qu'elle allait se planter et revenir dardard à New York. Vous comprenez à demi-mot, bravo. Et donc du coup, elle s'est pas plantée. Alors, pas dans les 2 ans, mais après, c'est moins sûr. Pour une raison qu'on ignore, dans les 5 années qui suivront, John reprendra son poste à New York et fera le voyage entre les 2 océans assez régulièrement. Toujours est-il qu'ils sont une fois de plus séparés entre guillemets, pour la simple et bonne raison que John ne l'a pas rappelé depuis 1 an. Tu as foutu ton couple en l'air parce que t'étais trop con pour prendre la peine de téléphoner. Ce qui amènera à leur divorce 2 ans plus tard et un nouveau déménagement pour Holly direction San Francisco. Du côté des enfants, on va commencer par la fille, Lucy, dont le nom varie selon les films, parce que cette famille ne sait pas se décider. Par exemple, dans le premier film, elle s'appelle... C'est Lucy McClane à l'appareil. Mais quand on la revoit dans le 4e... Je m'appelle pas McClane, je m'appelle Gennaro. Avant de reprendre le nom de McClane. Lucy McClane. Et visiblement, ce changement de nom constant viendrait de sa relation avec son père, qui était fort peu présent. Alors que techniquement, si. Bon, faisons les comptes. Elle est née en 82, John et Holly se sont séparés en 88, ce qui fait qu'elle a déjà vécu avec son père durant 6 ans, puis une pause de 6 mois, avant que la famille ne se recompose pendant encore 6 années. À un tel point que c'est même lui qui s'occupait plus d'eux. Ben oui, on les voit pas dans le second film, mais John est à l'aéroport pour attendre Holly et il n'y a pas les enfants. Et les petits, ça va? Oui, à part qu'ils vont être malades avec toutes les sucreries que tes parents leur ont données. Comptons d'ailleurs qu'à la séparation définitive 3 ans plus tard, durant lesquels on ne sait pas s'ils se sont remis ensemble, mais en tout cas, John a rendu visite à ses enfants. Donc ils ont vécu au moins 12 ans ensemble, c'est pas comme s'il était parti chercher un paquet de clopes pendant 20 ans. Ça va, calme-toi. Mais elle est ingrate aussi, en plus son père il est sympa. Commençons par ce soir, tu m'espionnes. Bon, prévenant on va dire. En plus, je sais même pas pourquoi est-ce qu'il la surveille, parce qu'elle n'a pas pris que ses coudes. Elle a clairement pris son caractère aussi. Ah tiens, je connais ce ton, c'est drôle de l'entendre dans la bouche de quelqu'un qui a des cheveux. Et vas-y que je suis méfiant au moindre flic qui se pointe, et vas-y je tiens tête aux méchants terroristes. Non mais sérieusement, à quand un spin-off sur ce perso? Elle a tellement le tempérament de son père qu'elle finira par devenir policier. Pas policier, maman, policière. Policière, parce que oui, elle a aussi fait ça dans les jeux. À l'inverse de son frère de 2 ans son cadet, John Jr., qu'on appelle aussi Jack parce que il n'arrive décidément pas à garder une cohérence dans leur nom. Il n'a pas rejoint la police, mais à la place la CIA, et ben malheureusement, je pourrais pas en dire plus. À cause du secret défense. Je comprends. Pas du tout, c'est juste que le rejeton, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Il va bosser sous infiltration en Russie et on le présente comme étant fait du même bois que son père. Ouais, il est assez insipide comme personnage. Ce qui n'est pas le cas de la némésis de McClane. Parce qu'on le sait, il n'y a pas de grand héros sans grand adversaire. Et dans le cas présent, le plus grand adversaire de McClane, ce sont les Gruber. Cette famille, elle est principalement composée de 2 frères, et à l'instar de John Jack, on ne sait pas grand chose sur leur passé. Simon et Hans Gruber sont originaires de l'Allemagne de l'Est, et même s'ils ont une haute éducation au vu de leur culture, le grand Alexandre, en voyant l'étendue de son empire, pleura car il ne lui restait plus de monde à conquérir.
L'avantage d'avoir reçu une éducation classique. Il y a aussi beaucoup de chances pour que leur passé ne soit pas tout rose, ce qui expliquerait pourquoi ils sont devenus des terroristes. Qui a dit que nous étions des terroristes? Simon, le plus âgé, va rentrer dans l'armée est-allemande et montera les échelons jusqu'au grade de colonel en dirigeant une troupe basée sur l'infiltration. À ce moment, il agira d'ailleurs sous un faux nom, celui de Peter Krieg. À l'époque, il entraînait ses troupes à parler anglais avec un accent américain, histoire de pouvoir pratiquer l'infiltration susnommée. Après, je suis pas sûr que Krieg ce soit le meilleur nom pour se faire passer pour un Américain. C'est d'ailleurs pour ça que, même s'il est un criminel, il n'est pas pour autant un méchant. Je ne suis pas un monstre, je suis un soldat. Il m'arrive de travailler pour des monstres. Et il possède une certaine moralité, ne tuant personne durant son opération à New York, à moins que ce ne soit réellement une obligation. Un mouvement qui est bien différent de celui de son frère. Hans, lui, il est rentré dans l'armée de l'Ouest, dans le mouvement Volksfrei. C'est d'ailleurs pour ça que le grand frère a été à l'Est, parce que les deux frangins ne s'apprécient pas forcément. On ne sait pas exactement combien de temps il a fait partie du mouvement, mais c'est en son nom qu'il attaque la Nakatomi Plaza en 1988. Ce à quoi le mouvement va répondre « Oui mais non, en fait, il est plus avec nous depuis un petit temps ». Et de toute façon, ces revendications, elles étaient juste une diversion pour son véritable plan de piquer du pognon. Parce que le point commun entre les deux frangins, c'est qu'ils aiment le pognon. Je trouve le fric un mot magnifique. Et ils ont d'autres points communs? Non, pour le reste, ils ne pourraient pas être plus éloignés, parce que la moralité de Hans, elle est relativement inexistante. Il n'hésite pas à tuer à tour de bras, à blesser, à intimider. Bref, ce n'est pas pour rien qu'il s'est fait virer de l'armée. Notons aussi qu'il n'est pas aussi pointilleux sur la préparation de son plan que son grand frère, parce que là où Simon semble toujours avoir une longueur d'avance, étant directement au courant de l'implication de Zeus dans son plan, Hans, il s'est renseigné sur Joe Tagaki, le président de la Nakatomi, mais sans se renseigner sur la tronche qu'il avait. Vous êtes très perspicace. La famille ne s'arrête pas là, puisque chacun des frères aura un fils qui, dans la grande boucle de la vengeance, vont s'en prendre au McLean. Dans un premier temps, Pete Gruber, le fils de Hans, qui capturera la version policière de Lucy McLean, tout en réalisant un braquage. C'est une récurrence dans la famille. Pete finira tué par Lucy au sommet de la Nakatomi Plaza parce que, pour les besoins du scénario, ils vont tous se retrouver à cet endroit. De l'autre côté, nous avons Philippe Gruber Jr., sans doute le fils de Simon. Du coup, je sais pas pourquoi il s'appelle Philippe Jr. Et aucune info à son sujet, si ce n'est qu'il fera sortir d'une prison japonaise son grand-père derrière les barreaux depuis plus de 30 ans, et les deux voudront évidemment se venger du meurtre de leur famille en affrontant un McLean en visite dans le pays. Du moins, ça, c'est ce qui aurait dû être le script du 6e opus de la franchise, qui donnera d'ailleurs le roman de Ben Trebilcook, Old Habits, dans lequel Frédéric Gruber, le fameux grand-père, aurait été interprété par Arnold Schwarzenegger, bouclant ainsi la boucle. C'est quand même bien fait. Ok, alors maintenant je veux savoir dans quelle autre guerre il a participé. Ben la Seconde Guerre mondiale, c'est pas possible, il était pas né à cette époque. Pourtant il est bien présent, juste là. C'est minable, même de la part d'un blanc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, c'est le Grimsqueaker pour vous servir.